Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux et celles qui étaient là ce matin. Nous allons reprendre cet après-midi cette journée de colloque avec une nouvelle intervention de Sandra, donc de l'ADEPE, sur comment lire les résultats de l'enquête PISA. Donc vous posez beaucoup de questions sur cette enquête, vous en avez peut-être rêvé. Voilà, maintenant on va vous expliquer comment lire ces résultats de cette fameuse enquête PISA. Donc je laisse la parole à Sandra. N'hésitez pas, for those who are speaking in English or listening in English, you have all the devices available in front of the amphitheater, at the entrance of the amphitheater. So yeah, it's going to be in French this afternoon. Merci beaucoup, Sandra. Merci Adrien. Donc, me voici de nouveau devant vous pour un autre sujet. Là, on va s'intéresser à des élèves qui sont plus grands, aux élèves de 15 ans. Et très souvent, donc, dans ces enquêtes PISA, en fait, donc c'est l'enquête internationale qui vraiment est la plus connue. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Et souvent, les médias vont retenir de cette étude que les classements à sensation, les classements des pays, alors qu'en fait, cette étude, elle n'est pas réellement faite pour ça. En revanche, si on s'intéresse un petit peu plus dans le détail, vous allez voir, ça va permettre de mettre en évidence des forces et des faiblesses qui sont spécifiques à l'école française, pourvu qu'on apprenne à les lire. Donc c'est ce que je me propose de faire avec vous cet après-midi. Alors voilà, le ton est donné. On attend l'étude PISA comme le Beaujolais nouveau et le millésime, donc le dernier millésime qui date de 2022. Eh bien, le monde n'a pas été déçu, hein, puisque vous avez ici quelques unes de journaux. Donc, quels que soient les pays, donc vous connaissez ces résultats. Hein, il y a une forte baisse des compétences en mathématiques des élèves de 15 ans. Quel que soit le pays du monde, sauf certains qui continuent de caracoler en haut du classement. Alors PISA, c'est une évaluation internationale qui est menée par l'OCDE et elle existe depuis l'an 2000. Donc elle respecte des standards qui sont très rigoureux en termes de taux de participation, en termes de consignes de passation, en termes de correction, en termes de traduction, en termes de gestion des données. Et d'ailleurs, si les pays ne respectent pas ces standards, ils peuvent être exclus du cycle PISA. Ce fut le cas des Pays-Bas, par exemple, en 2000. Ce fut le cas aussi du Royaume-Uni en 2003, qui n'avait pas respecté le standard de taux de participation. Donc en France, c'est l'ADEPE qui met en place PISA, qui participe à la conception des exercices qui sont proposés aux élèves, qui déploie l'enquête, qui organise les passations et qui participe aussi au traitement des données. Alors cette édition PISA 2022 comprend dans le monde des données qui proviennent de 81 pays ou économies participants, soit un total de 690 000 élèves de 15 ans qui ont été évalués. Et en fait, l'objectif là était d'être représentatif d'une population de 29 millions d'élèves de 15 ans qui étaient scolarisés donc dans ces 81 pays. On peut voir sur cette carte la répartition des 81 pays. Donc en bleu foncé, les pays de l'OCDE qui membres de l'OCDE en 2022, qui ont participé. En bleu plus clair sont représentés les pays et les économies qui ont participé, mais qui ne font pas partie de l'OCDE. Et enfin, en gris clair, les pays de l'OCDE qui n'ont pas participé à ce cycle PISA. Donc, on voit qu'il y a plusieurs pôles de participation. Il y en a 3, on en a identifié un en Europe, un second en Asie du Sud-Est et un troisième en Amérique. Donc la population cible internationale, comme je le disais, de l'enquête PISA, ce sont les élèves qui sont âgés de 15 ans et 3 mois à 16 ans et 2 mois au moment de l'évaluation et qui ont suivi au moins 6 années d'enseignement. L'utilisation de cet âge, en fait, dans tous les pays, permet une comparaison cohérente puisque 15 ans, c'est l'âge en général de la fin de la scolarité obligatoire.
Donc, en France, il a été décidé d'évaluer les jeunes qui étaient nés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 et qui étaient donc scolarisés de la 5e à la terminale. Ils peuvent être scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, au collège ou au lycée, lycée agricole, lycée général et technologique ou professionnel. L'enquête ne concerne uniquement que les établissements qui sont localisés en France. Vous avez ici la carte qui vous permet de voir les établissements qui ont été tirés dans l'échantillon. Il y a des exclusions qui peuvent se faire par le biais des établissements participants. Par exemple, les établissements peuvent être exclus parce qu'ils sont situés dans des régions qui sont éloignées et inaccessibles, parce que ce sont des établissements qui sont trop petits, ou en raison de facteurs organisationnels, tout simplement. Donc, en France, on exclut les établissements privés hors contrat et les établissements spécialisés pour les élèves en situation de handicap. Donc, quant aux élèves, ils peuvent être dispensés en raison de troubles fonctionnels, d'un handicap d'ordre intellectuel, comportemental ou émotionnel, ou bien d'une maîtrise limitée de la langue française. Alors, la spécificité de l'enquête PISA réside dans la définition de la population cible, la population qui est testée. Donc, comme vous l'avez compris, l'évaluation, elle ne porte pas sur l'ensemble des élèves d'un niveau scolaire, par exemple les 4e ou les 5e, mais sur l'ensemble des élèves de 15 ans, indépendamment de leur classe. Donc, l'enquête 2022 portait sur les individus qui étaient nés en 2006. Donc, en France, vous voyez ici dans le tableau, ces élèves sont en majorité en classe de seconde, que ce soit en seconde générale et technologique professionnelle ou en première année de CAP, mais ils sont 12,4% en classe de troisième et une petite proportion en première. Donc, en revanche, quand on va se comparer à certains autres pays qui vont pratiquer le passage automatique dans la classe supérieure, tous les élèves de 15 ans vont bénéficier du même enseignement, au même niveau d'enseignement. Quelques précautions de lecture, donc du fait de la coupure entre le collège et le lycée à 15 ans et de la politique de redoublement qui est mise en œuvre en France, les élèves de l'échantillon, donc vous l'avez compris, ne sont pas représentatifs des élèves de leur établissement. Donc il faut faire attention parce que comparer les établissements français dans PISA, c'est pas pertinent parce que ça revient à comparer des élèves en retard en collège avec des élèves à l'heure en lycée. D'ailleurs, dans d'autres pays, on va se retrouver dans des situations très différentes. Au Royaume-Uni, au Danemark, pratiquement tous les élèves de 15 ans sont encore dans ce qu'on appelle le collège. Et en Allemagne, en revanche, les élèves de 15 ans ont déjà été orientés. Alors, le programme PISA, il ne va pas chercher à évaluer la maîtrise par les élèves de leur programme scolaire, mais il va essayer de mesurer les connaissances et les aptitudes dont les individus vont avoir besoin dans leur vie future. Donc, l'enquête PISA, elle évalue le niveau de compétence des élèves dans 3 grands domaines, la compréhension de l'écrit, en culture mathématique et en culture scientifique, et ce, à chaque édition. Il y a un domaine majeur qui est évalué de manière plus approfondie, donc ça signifie en fait qu'on va présenter plus d'items de ce domaine aux élèves, et puis tour à tour donc sur ces 3 domaines. Une édition se déroule tous les 3 ans, depuis les années 2000, donc comme je le disais, mais à cause du Covid, la prise d'information qui normalement était prévue en 2021 a été décalée en 2022. Ainsi, c'est donc la culture scientifique qui redevient le domaine majeur pour cette édition, comme c'était le cas en 2003 et en 2012. Alors, concernant les procédures de passation, donc, qui sont standardisées, afin que les résultats de l'enquête soient comparables d'un pays à l'autre, il faut s'assurer que la collecte des données soit cohérente entre les pays. Donc ce serait vraiment dommageable qu'on puisse expliquer les différences par autre chose, les différences entre pays, par autre chose que les compétences des élèves. Donc pour s'assurer de récolter des données qui sont comparables, chaque pays participant doit respecter des normes de qualité précises. Les données doivent être récoltées de manière neutre et équivalente
dans tous les pays à l'aide de matériel et de tests équivalents, traduits ou adaptés le cas échéant. Pour respecter l'ensemble de ces normes, en France, l'ADEPE a mis en place un réseau académique des évaluations internationales et les coordinateurs ont recruté des administrateurs de tests externes qui se déplacent dans les établissements pour évaluer les élèves. Concernant le contenu de cette évaluation, donc en France, comme dans la grande majorité des pays, les élèves sont évalués sur ordinateur. Donc au total, l'organisation du test nécessitait une présence de 3h30 de la part des élèves. Donc après l'explication des consignes, les élèves commencent par une épreuve de 2 heures portant sur le test cognitif. Le test évalue 2 domaines, donc parmi la culture mathématique et un de domaines mineurs, donc à savoir la compréhension de l'écrit et la culture scientifique. Et puis, à la suite d'une pause, ils vont enchaîner sur un questionnaire de contexte pour une durée de 50 minutes qui, là, vise à obtenir des informations, des données sur leur environnement, à la fois social, scolaire et familial. Alors, allons donc maintenant voir les résultats. Donc ma présentation va s'articuler autour de 6 axes. On va s'intéresser aux comparaisons internationales des scores moyens dans les 3 domaines en 2022, l'évolution de ces scores dans le temps, et puis ensuite comment est-ce que ces scores sont distribués dans la population des élèves de 15 ans. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la question de l'équité des systèmes éducatifs, et donc de la question de l'équité en France en particulier, en regardant les différences mesurées dans PISA entre garçons et filles. On va parler de l'écart interdécile, ainsi que la dépendance de ce score avec le statut socio-économique et culturel. Alors voici le classement de PISA 2022 en culture mathématique pour les pays de l'OCDE. Avant de rentrer dans le détail, on va peut-être rappeler quelques précautions à prendre pour donner un peu les clés de lecture de ce graphique. Donc d'abord, il faut bien avoir en tête, comme je le disais en introduction, que PISA n'a pas vocation à classer avec précision les pays les uns par rapport aux autres, puisque cette évaluation donc, est réalisée, comme vous le savez, sur échantillon, et que donc chaque score de chaque pays est soumis à ce qu'on appelle un intervalle de confiance, dans lequel il a une grande probabilité de se trouver. Donc en France, par exemple, vous voyez, le score moyen en culture mathématique se trouve entre 469 points et 479 points. Ce score fait que le score de la France n'est pas statistiquement différent de tous les pays qui sont représentés en orange ici sur le graphique. En revanche, il est supérieur au score de l'Islande ou de la Grèce et des pays qui se trouvent en dessous. Et il est inférieur donc aux pays tels que la Suède, la Lettonie, la Finlande, la Slovénie, et puis donc les pays qui caracolent en tête, la Suisse, l'Estonie, la Corée du Sud et le Japon. Alors, si vous voyez, il y a si les scores moyens, vous voyez, sont très dispersés entre la Colombie, le Costa Rica et le Japon, il y a entre quasiment 200 points, 150 points, 200 points d'écart. Il faut savoir que la dispersion des scores au sein d'un même pays est au moins aussi importante. Donc vous voyez, par exemple, en France, là, il y a des petites croix. Les élèves de 15 ans qui sont en 3e, mais en fait, ils se retrouvent au niveau moyen des élèves du Mexique ou du Costa Rica. Si on s'intéresse aux élèves de 3e à l'heure, donc ils sont dans la moyenne de l'OCDE. En revanche, si on s'intéresse aux élèves de seconde, en seconde générale et technologique, ils se retrouvent au niveau des meilleurs pays, par exemple, je crois que là c'est la Suisse. Dans les 2 autres domaines donc, qui ont été évalués, la culture scientifique, la compréhension de l'écrit,
En fait, le score de la France n'est là aussi pas significativement différent du score moyen de l'OCDE. En culture scientifique, donc c'est à gauche sur le graphique, le groupe de la France est composé de la Norvège, du Portugal, de l'Espagne, de la Lituanie, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Suède, de la Lettonie et du Danemark. Et là encore, le Japon, la Corée du Sud et l'Estonie sont à nouveau en haut du tableau. En compréhension de l'écrit, donc le graphique qui est à droite en bleu, la France a une performance qui est similaire aux Pays-Bas, à la Slovénie, la Lituanie, je ne vais pas faire toute la liste. L'Irlande est le pays qui obtient le meilleur score. L'Irlande est le pays qui obtient le meilleur score en compréhension de l'écrit, avec donc le Japon, la Corée du Sud et l'Estonie. Donc ainsi, on le voit là, la France est dans la moyenne de l'OCDE en 2022. Lors de la précédente édition, donc, qui était en 2018, nos élèves de 15 ans avaient une performance moyenne qui était supérieure à la moyenne de l'OCDE en compréhension de l'écrit, mais dans les deux autres domaines aussi. Alors, les profils d'évolution des scores dans les trois domaines, comme vous pouvez le constater ici sur ce graphique, sont très différents. Alors, on prend à chaque fois en référence le score moyen de la France lors du premier cycle majeur de chaque domaine. Donc, il s'agit donc de 2003 pour la culture mathématique, de 2006 pour la culture scientifique et de 2000 pour la compréhension de l'écrit. Alors, en culture mathématique, on a eu une baisse entre 2003 et 2006, puis ensuite le score est resté stable jusqu'en 2018, et il a chuté depuis 2018 de 21 points. Cette baisse est considérable, parce que pour ceux et celles à qui ça parlera, en fait, il s'agit de 25% d'écart type. En culture scientifique, le tableau est un petit peu différent, vous le voyez là, donc c'est en violet. La tendance est à la légère baisse depuis 2012, et le score de 2022 est, lui, inférieur à celui du dernier cycle majeur de 2015, mais cette baisse est bien moindre que ce qu'on peut observer en mathématiques. En compréhension de l'écrit, donc domaine avec lequel on peut se comparer avec robustesse depuis les années 2000, l'évolution, comme vous pouvez le voir, est en dents de scie, mais depuis 2012, c'est plutôt à la baisse. La baisse, elle est encore plus brusque depuis 2018. Sur ce dernier cycle, la France a baissé de 19 points. Alors, on ne peut pas interpréter cette baisse exceptionnelle dans tous les domaines sans faire référence, bien entendu, à la crise, au contexte de la crise sanitaire. Dans les années 2020 et 2021, il y a eu une interruption de certains cours pour ces élèves qui étaient scolarisés au collège. Mais en fait, ni l'ADEP ni l'OCDE sont en mesure d'expliquer pourquoi est-ce que en mathématiques et en compréhension de l'écrit, on a une chute aussi importante, ce qui n'est pas le cas en sciences. Alors, on a représenté ici la différence de score de chaque pays de l'OCDE entre 2018 et 2022 en culture mathématique. Quand la barre est hachurée, ça veut dire que la différence n'est pas significative. Donc, ce qu'on peut dire comme grand constat, c'est qu'en 4 ans, déjà, il n'y a aucun pays qui n'a vu son score augmenter significativement. Il est en revanche resté stable pour 9 pays, donc le Japon, la Corée du Sud, la Turquie, l'Australie, Israël, le Chili, la Lituanie, la Suisse et la Colombie. Et partout ailleurs, il a baissé. Alors, la baisse moyenne dans l'OCDE, elle est de 15 points. La France, elle, comme je l'ai déjà dit, a baissé de 21 points. Et cette baisse est encore plus importante en Islande, 36 points, en Norvège, 33 points, et en Pologne, 27 points. Alors, ce constat international est tout à fait exceptionnel, puisqu'il est vraiment rare de voir de telles évolutions de score dans l'évaluation PISA. Habituellement, le score moyen de l'OCDE ne varie que de quelques points entre chaque cycle. Alors, les mêmes comparaisons, mais cette fois-ci en culture scientifique et en compréhension de l'écrit.
Donc, en culture scientifique, les baisses sont moins fortes et puis constatées dans moins de pays, vous pouvez le voir sur le graphique. Et d'ailleurs, en moyenne, dans l'OCDE, la baisse n'est pas significative. C'est également le cas pour la France. L'Islande est le pays qui baisse le plus fortement, donc de près de 30 points. La Turquie, l'Irlande, l'Italie et le Japon voient, eux, leur score augmenter depuis 4 ans. En compréhension de l'écrit, donc sur le graphique en bleu, seul le Japon fait mieux que la session précédente, donc en 2018. Donc vous voyez que la baisse moyenne, elle est moindre que ce qu'on a observé en culture mathématique. Il y a plus de pays qui sont stables, mais elle est tout de même significative de 10 points. La France, elle, voit son score baisser de 19 points. Alors, on va regarder à présent comment est-ce que les scores sont distribués dans la population des élèves de 15 ans en France. Donc, en fait, PISA permet de répartir les élèves dans plusieurs groupes de niveaux dans chaque domaine, du groupe des élèves qui ont les scores les plus faibles au groupe des élèves qui ont les scores les plus élevés. Les frontières de score entre ces groupes ont été déterminées lors du premier cycle majeur. Et c'est cette méthode qui permet de comparer dans le temps la répartition des élèves dans les différents groupes. Donc l'OCDE va définir que les élèves sont en difficulté dans le domaine s'ils ont des compétences qui sont inférieures au niveau 2. Les élèves qui sont très performants sont ceux qui ont des compétences qui sont supérieures au niveau 4. Et donc, vous voyez là les répartitions de ces élèves, donc dans les groupes en difficulté ou dans les groupes les plus performants, donc leur évolution dans le temps, et ainsi que un graphique pour la culture mathématique, un pour la culture scientifique et un pour la compréhension de l'écrit. Alors, en culture mathématique, le taux d'élèves en difficulté avait considérablement augmenté en France entre 2003 et 2012, puis ça s'était plus ou moins stabilisé. Il augmente de nouveau depuis 2018 et il passe de 21% de la population à 29% des élèves. Quand on regarde maintenant de l'autre côté de l'échelle, donc les élèves les plus performants, ils sont moins nombreux en France. L'évolution de leur répartition dans la population est également, on peut dire, préoccupante. Ils étaient 15% en 2003, ils ne représentent plus que 3% en 2022. Juste peut-être pour avoir une idée de l'échelle, c'est 9% en moyenne dans l'OCDE. En culture scientifique, le taux des élèves en difficulté augmente aussi, mais dans une moindre mesure. Il passe de 21% à 24%. Et en revanche, le taux d'élèves le plus performant ne varie pas. En compréhension de l'écrit, on a eu une forte augmentation entre 2000 et 2009, puis une période de stabilité. Donc le taux des élèves en difficulté passe en 4 ans, depuis donc le dernier temps de mesure, depuis 2018, de 21 à 27% des élèves. Et de manière un petit peu similaire, les élèves très performants sont moins nombreux, comme ce qu'on peut voir en culture mathématique. Il faut aussi noter que les taux qui vous ont été présentés là pour la France sont en fait dans la moyenne de l'OCDE pour la session, le millésime 2022. Alors, on va passer maintenant aux questions d'équité des systèmes éducatifs et on va regarder là les résultats des filles et des garçons de 15 ans en culture mathématique. Donc, le graphique représente la différence de score moyen entre ces deux groupes d'élèves dans les pays de l'OCDE qui ont participé en 2022. Alors, quand la différence est supérieure à 0, la barre du graphique monte vers le haut. Donc, les garçons sont en moyenne et ont en moyenne une performance supérieure. C'est le cas, comme vous pouvez le voir, dans la plupart des pays. La différence est maximale en Italie, en Autriche, elle est de l'ordre de 20 points. En France, la différence n'est que, ou est de 10 points à l'avantage des garçons. Donc, dans la moyenne de l'OCDE. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, donc il y a aussi des barres qui sont hachurées. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de
de différences significatives entre les performances des garçons et des filles. On peut dire qu'ils sont donc en situation d'équité sur cette variable. Donc nous avons la Norvège, la Suède. Ils sont 7 pays en 2022 et juste pour mémoire, il n'y avait que 2 pays sur le cycle précédent. Alors c'est intéressant de voir un petit peu ces différences entre pays sur les performances des garçons et des filles. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que voilà, il peut y avoir une évolution, puisque des pays qui se trouvaient avec des différences il y a 10 ans se retrouvent en situation d'équité maintenant. Alors en culture scientifique, donc sur le graphique de gauche, il n'y a pas de différence en moyenne entre la performance des filles et des garçons dans l'ensemble des pays de l'OCDE, comme c'est le cas en France. Et ce, c'est depuis le début des années 2000. Dans certains pays, les garçons font mieux, comme par exemple au Costa Rica, au Chili, au Mexique, en Autriche, et dans d'autres, et c'est à noter, les filles, ce sont les filles qui ont des meilleures performances scolaires. Donc dans les pays qui vont suivre, donc la Finlande, la Slovénie, la Norvège et l'Islande. Et là aussi, on peut constater que, voilà, avec des pays qui ont des cultures proches, on peut partager des constats qui sont différents. En compréhension de l'écrit, pourtant, donc, et comme on l'a montré ce matin, les filles ont des performances qui sont supérieures dans presque tous les pays. Il n'y a aucun pays qui voit les garçons avoir des performances supérieures à celles des filles. Il n'y a pas de différence dans 2 pays, c'est le Costa Rica et le Chili. Alors là, la différence, elle est aussi assez importante, puisqu'elle est de l'ordre de 40 points, ce qui est considérable. Dans les pays scandinaves et en Slovénie, dans les pays scandinaves et oui, en Slovénie, vous voyez que les écarts sont très importants. En France, les filles obtiennent en moyenne 20 points de plus que les garçons, et c'est là encore dans la moyenne de l'OCDE. Et peut-être aussi ce qui est à noter, c'est que depuis le premier cycle, cet écart se réduit dans notre pays. Il était de 40 points en 2009 et il était de 25 points en 2018. Alors, on va maintenant s'intéresser aux écarts de score qui sont mesurés par PISA. Ça paraît intéressant de s'informer, ça nous informe en tout cas sur l'équité du système éducatif. On va comparer les performances des meilleurs élèves à celles des moins performants. On se dit que plus l'écart est faible, plus le système éducatif est considéré comme équitable selon cet indicateur. Donc en 2012, en culture mathématique, la France était le pays du grand écart dans l'OCDE, c'est-à-dire le pays où la différence de score entre les 2 extrémités de l'échelle était la plus grande. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est plus le cas en 2022. Donc l'écart de score entre le premier décile, c'est-à-dire en bas de l'échelle de performance, et le dernier décile en haut, passe en 10 ans donc de 256 à 239 points. Et il était au-dessus de la moyenne de l'OCDE en 2012. Il revient donc dans la moyenne en 2022. Alors si on regarde un petit peu de plus près comment est-ce que cet écart a évolué, le score au premier décile a diminué de 12 points. Alors cette baisse, elle n'est pas significative. Donc en fait, la baisse générale a plus souvent impacté les niveaux hauts. On va le voir ici. Le score au 9e décile passe de 621 points à 593, soit une baisse significative de 28 points, qui est aussi à mettre en regard des 21 points de baisse en moyenne. Alors, si on s'intéresse maintenant à la relation entre la performance en culture mathématique et le profil social, économique ou culturel des élèves, donc PISA construit en fait un indice de statut socio-économique et culturel, et on va s'intéresser ici à la corrélation entre cet indice et le score à l'évaluation PISA
avec l'idée bien sûr qu'un système éducatif équitable socialement est un système où cette corrélation est minimale. Donc là, le graphique représente la variation de score associée à la variation d'unité de l'indice. Donc comme vous pouvez voir sur le graphique, le premier constat, c'est que cette corrélation elle est positive partout, c'est-à-dire que quel que soit le pays auquel on s'intéresse, plus l'origine sociale d'un élève est élevée, plus sa probabilité de réussir PISA l'est aussi. Donc cette relation elle est particulièrement importante en République slovaque, en Israël, en République tchèque et en Hongrie. Et elle est particulièrement réduite au Mexique et en Colombie. La France elle est toujours significativement au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour cet indicateur. Donc dans les pays en orange, les pays en orange donc, ne sont pas différents de la France. C'est la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Corée, l'Australie, le Japon, l'Autriche, la Suède, la Slovénie, la Nouvelle-Zélande et la Pologne. Alors, juste en revanche, si on avait repris le même graphique en 2012, ce même graphique plaçait la France complètement à droite des pays pour lesquels l'origine socio-économique et culturelle déterminait le plus fortement la réussite à PISA. Et à l'époque, ce constat avait provoqué une onde de choc. Alors le lien, ce qu'on peut dire, c'est que 10 ans après, le lien il est moins fort, il est moins important que ce qu'il était il y a 10 ans. Alors sur le dernier graphique de cette partie de la présentation, on va représenter les écarts de score entre les élèves favorisés socialement et les élèves défavorisés. Donc là, ici, vous n'avez que les pays de l'Union européenne participants, donc tous sauf le Luxembourg qui n'a pas participé. L'idée, c'est de se comparer à des pays dont le contexte socio-économique et culturel est le plus comparable. Les pays donc, sont classés ici de gauche à droite selon leur score moyen en culture mathématique en 2022. Donc, à gauche, les pays les moins performants de l'Union européenne et à droite, les plus performants. Donc là, la France est encore une fois dans la moyenne. Les triangles bleus vont représenter le score moyen des 25% des élèves les plus favorisés et en rouge, le score moyen des 25% des élèves les moins favorisés. Donc, le premier constat, c'est que cet écart est important dans tous les pays. L'écart moyen pour l'Union européenne, il est de 98 points, soit près d'un écart type sur l'échelle PISA. Il va donc de 75 points environ pour la Grèce, la Lettonie, le Danemark, l'Irlande, à plus de 130 points en Roumanie et en République slovaque. En France, cet écart est supérieur à la moyenne. Il est de 112 points, comme en Allemagne, en République tchèque et en Belgique. En fait, vous voyez, donc cet écart est important en France, si bien que les élèves les plus favorisés de France font tout aussi bien, voire mieux que ceux de la Finlande, du Danemark ou de l'Irlande, les pays qui sont les plus performants dans PISA. Et en revanche, nos élèves les moins favorisés ont un score de l'ordre de leurs homologues des pays moins performants comme Malte ou la Croatie. Je voulais juste vous montrer un exemple de contenu de cette évaluation, donc, tel que c'est présenté aux élèves. On va parler plutôt de la culture mathématique, donc, qui est le domaine majeur, comme je viens de vous l'expliquer. Pour commencer, donc, vous avez là la définition de ce qu'est la culture mathématique, qui est indiquée dans le cadre de PISA 2022. Donc la culture mathématique est l'aptitude d'un individu à raisonner de façon mathématique et à formuler, à employer et à interpréter les mathématiques pour résoudre des problèmes dans un éventail de contextes du monde réel. Donc l'élève n'est pas évalué sur ses connaissances mathématiques pures, mais il va devoir montrer son aptitude à les mobiliser et à les appliquer dans des contextes de résolution de problèmes. Alors on a là les résultats de la France et de l'OCDE dans les différentes sous-échelles
liées aux processus mathématiques qui sont évalués. Donc, dans les deuxième et troisième colonnes, on a les résultats pour le cycle 2022 et on peut les comparer aux scores de 2012 qui sont présentés dans les deux dernières colonnes. Donc, pour la lecture de ce tableau, les nombres qui sont en gras correspondent à des scores qui sont significativement différents des scores de l'OCDE en moyenne. Donc, on observe qu'en 2022, donc, tous les scores de la France sont dans la moyenne de l'OCDE, à part un processus qui est celui interprété, pour lequel la France est au-dessus du score de l'OCDE. Si on compare avec 2012, on avait déjà cette particularité. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que les élèves français ont une meilleure réussite sur les items qui vont demander d'analyser et d'interpréter les résultats obtenus dans le cadre du contexte de l'exercice qui leur est proposé. Alors, pour illustrer un exemple, donc cette unité-là qui porte sur l'analyse d'un motif géographique, là, on dit que dans le contexte de PISA, c'est un contexte qui est dit scientifique, donc plutôt intra-mathématique. C'est un peu une des nouveautés du cycle par rapport à la définition que je vous ai montrée précédemment. Donc, en fait, il y avait cette situation et puis ensuite 3 questions qui étaient adossées. Alors, voilà un peu à quoi ça ressemble, la plateforme de passation qui est utilisée par les élèves. Donc, dans chacune des questions, il y avait l'image du motif qui apparaissait dans la partie droite de la question, ainsi que le texte de l'énoncé, et puis sur la gauche, la question. Il a la possibilité de se déplacer, donc de revenir à la question précédente ou d'aller à la question suivante. Et puis, il avait aussi accès à une calculatrice qui lui permettait d'effectuer des calculs simples. Et pour cette unité, en fait, l'élève commençait directement par cette page. Alors, dans cette première question, qui sera la seule que je vais vous présenter, l'élève doit déterminer le pourcentage de triangles bleus dans les 4 premières lignes de ce motif. Donc, la stratégie de calcul consiste à calculer donc, une proportion. Ça correspond à une notion qui est vue dès la classe de 5e et qui est retravaillée dans les niveaux suivants. Cette question va se situer au niveau 1. Il s'agit d'une question qui est donc située sous le niveau 2 des élèves dont je vous parlais précédemment. Et ça correspond donc à une forme de minimum à atteindre pour les élèves pour PISA. Alors, l'élève pouvait tout aussi bien répondre par l'observation sans utiliser le calcul. Donc, en effet, en remarquant que le nombre de triangles bleus du motif est inférieur au nombre de triangles rouges, il pouvait conclure que la bonne réponse était en deçà de 50%. Or, dans les propositions qui leur étaient données, il n'y a qu'un nombre qui correspond à ce choix, donc la réponse correcte, 37,5%. Alors, voici les résultats pour cette question. Les résultats obtenus en France sont globalement bons, avec 69,5% de réponses correctes, qui situe les élèves français dans la moyenne de l'OCDE, qui s'élève, elle, à 68,3%. Il y a très peu de non-réponses, 2,4%, ce qui montre que voilà, les élèves s'engagent dans la tâche. Pour terminer la présentation sur PISA et le focus sur la culture mathématique, je vais vous présenter 2 résultats qui sont issus des questionnaires de contexte qui sont adossés à l'évaluation. Donc, à partir des réponses à ces questionnaires, en fait, PISA va regrouper les réponses de certaines questions pour calculer des indices sur certaines caractéristiques liées pour cette session à l'enseignement des mathématiques. Et donc, le premier indice va porter sur l'anxiété des élèves face aux mathématiques. En 2003 et en 2012, la France se trouvait parmi les pays de l'OCDE dont les élèves déclaraient la plus forte anxiété vis-à-vis des mathématiques. C'est plus le cas en 2022, où la France se retrouve dans la moyenne de l'OCDE concernant cet indicateur. Donc là, pour illustrer, vous avez l'une des réponses qui est prise en compte dans le calcul de l'indicateur, qui est reproduite. Donc, l'élève devait indiquer s'il était d'accord ou non avec la phrase « J'ai peur d'avoir de mauvaises notes en mathématiques ». En 2022, il y a 64,2% des élèves en France qui sont d'accord avec cette affirmation.
En moyenne, c'est 64,9 et ils étaient 73% en 2012, alors que la moyenne de l'OCDE n'était que de 61%. Toujours à partir de ces questionnaires de contexte, PISA va produire un indice sur le climat disciplinaire dans la classe de mathématiques. Donc, il devait répondre à des questions sur la fréquence d'événements qui se déroulaient ou pas dans la classe, comme par exemple les élèves n'écoutent pas ce que dit le professeur, ou encore il y a du bruit et de l'agitation pendant les cours de mathématiques. Alors pour cet indice, la France fait partie des pays où le climat disciplinaire est le moins serein. Par exemple, en 2022, on a seulement 13,6% des élèves en France qui déclarent qu'il n'y a jamais ou presque jamais de bruit ou d'agitation pendant les cours de mathématiques. Ils sont 2 fois moins nombreux qu'en moyenne dans le CDE. En 2012, pour cette même question, les taux étaient de 16% en France contre 26,1% pour l'OCDE. À titre de comparaison, au Japon, donc un des pays qui est les plus performants selon l'évaluation PISA, il y a 68,6% des élèves qui considèrent qu'il n'y a jamais ou presque jamais de bruit ou d'agitation en cours de mathématiques. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, vous pouvez lire donc les 2 notes d'information qui ont été publiées, qui sont consacrées aux résultats, l'une centrée sur la culture mathématique, l'autre sur les 2 autres domaines, donc la culture scientifique et la compréhension de l'écrit. Et puis cette semaine, il y a les résultats qui sont sortis, donc aussi adossés à cette évaluation de PISA, sur l'évaluation de la pensée créative, qui avait fait l'objet d'un module particulier en 2022. Alors, tous ces documents sont accompagnés de fichiers de données qui contiennent des nombres stables et des graphiques sur presque tous les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. On a une page web aussi sur le site du ministère il y a une mine d'informations sur la manière dont on déploie cette opération. Et puis aussi, vous trouverez là le document bleu qui est une analyse détaillée des items auxquels ont été soumis les élèves sur cette session. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter aussi la page des évaluations internationales qui vont reprendre d'autres évaluations internationales dont j'ai parlé ce matin. Si vous vous intéressez en particulier aux mathématiques ou aux sciences, je vous invite à lire les résultats de l'évaluation TIMSS. L'évaluation TIMSS dont le prochain millésime sera la sortie des résultats est prévue en décembre prochain. Et puis bien sûr, il y a le rapport de l'OCDE qui est disponible intégralement sur leur site. Je vous remercie pour votre attention.